Bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les enjeux et les tendances de la gestion de patrimoine. Une émission par des CGP et pour des CGP. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec patrimoine thématique, une séquence aujourd'hui dédiée à un thème qui va vous intéresser et qui attire de plus en plus d'investisseurs, le non-coté, le private equity, la dette privée, les infrastructures. Et nous allons faire un focus sur cette thématique d'investissement. Comment investir en 2026 avec Paul Moreno-Blosville, le fondateur d'Opale Capital. Autre thématique en vogue cette année, c'est la thématique plutôt méconnue et perçue comme assez complexe des options. Ce sujet encore marginal donc en gestion de patrimoine est déjà largement utilisé par les investisseurs institutionnels notamment. Alors quel est l'intérêt stratégique pour les CGP et pour leurs clients? Nous allons répondre à toutes ces questions avec nos deux invités. Enfin, dans la dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil de l'expert, nous parlerons des SCPI à capital fixe et du grand retour des fonds fermés avec le cofondateur de Remake AM qui sera avec nous dans la dernière partie de l'émission. Et c'est parti pour patrimoine thématique. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui attire de plus en plus d'investisseurs, le non-coté, private equity, dette privée ou encore infrastructure. Nous allons faire un focus assez global sur cette thématique d'investissement avec Paul Moreno-Blosville. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes le président d'Opale Capital. Alors pour commencer, Paul, quand on parle de non-coté, peut-être un petit rappel rapide, de quoi parle-t-on exactement? Oui, c'est très simple. Quand on parle de non-coté, on parle d'investissement en capital ou en dette dans des objets qui ne sont pas négociés en bourse. Et ces objets, en fait, c'est des entreprises, de l'immobilier ou de l'infrastructure. Et donc, quand on parle de private equity, de dette privée, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence avec le non-coté? Alors, le non-coté, finalement, englobe tout ça. D'accord. Et ici, en fait, on va effectivement pouvoir investir dans du private equity, donc la partie en capital, de la dette privée, c'est-à-dire le financement qui est de l'alternative à de la dette bancaire, ou des actifs réels. On utilise aussi ce vocable qui est en fait le regroupement entre l'infrastructure et l'immobilier. Dans tous les cas, en fait, ici, c'est de l'investissement non coté et sur du temps long. C'est vraiment une finance de projet et qui prend son temps. Pourquoi ce type d'investissement est si populaire en ce moment? Pourquoi c'est en vogue cette année et puis d'ailleurs depuis quelques années déjà? Alors, en fait, je dirais qu'il y a deux raisons principales. La diversification et la performance. Et si on se focalise d'abord sur la diversification, le point très intéressant, c'est qu'on a un nombre qui est stagnant, voire en baisse, de nombre d'entreprises cotées, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord. C'est vraiment une tendance de fond qui a plusieurs décennies derrière elle. Et quand on compare ça avec les entreprises qui sont détenues par des fonds de private equity, aujourd'hui, on a un rapport de 1 à 2. Une entreprise cotée contre 2 entreprises détenues par des fonds de private equity. Donc il y a vraiment un enjeu de diversification. Il y a plus de choix. En fait, je vous ai parlé des nombres d'entreprises qui sont détenues par des fonds de private equity, mais quand on regarde le nombre total d'entreprises non cotées, pour une entreprise cotée en bourse, vous avez 200 entreprises qui font plus de 10 millions de chiffre d'affaires et qui sont non cotées. Et pourquoi les entreprises se cotent plus en bourse alors? On sort un peu de la thématique, mais juste petite précision. Alors, il y a un nombre de raisons assez poussées. Je dirais que le fait d'être coté en bourse vous impose un rythme exemple, qui est le rythme au trimestre. Oui, vous devez publier vos de résultats, versement des dividendes, etc. Exactement, etc. Et de transparence qui n'est pas toujours adapté aux enjeux des entreprises. Vous pouvez avoir des enjeux des stratégiques de ne pas dévoiler trop votre stratégie, votre marge. Et donc les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, elles n'ont pas les mêmes obligations. Exactement, elles n'ont pas les mêmes obligations de transparence. Et je dirais qu'il y a cette capacité de se projeter sur le temps long, alors qu'une entreprise cotée en bourse, elle publie tous les trimestres. Et en fait, il faut raconter une histoire tous les trimestres. Est-ce qu'on peut reparler peut-être un petit peu des performances de l'année passée en termes de non-cotés? Est-ce que ça a été une belle année? Alors, c'est une belle année, mais c'est une belle année pour un secteur qui est malgré tout en crise depuis 2022. Le private equity traverse depuis 2022 ce qu'on appelle une crise des sorties, c'est-à-dire une difficulté à vendre les entreprises qui sont en portefeuille. Pour vous donner les chiffres, la décennie 2010,
le ratio de sortie sur stock, c'est à peu près 25%. D'accord. On est passé depuis 2022 à plutôt un palier de 10%. Donc, oui, comme vous voyez, en fait, on a un effondrement des sorties. Et en fait, ça crée des difficultés. Alors, pour le private equity, malgré tout, on voit une amélioration année après année. Et 2025 a été vraiment marqué par une franche amélioration. D'accord. Donc, on est en train de se diriger vers une sortie de crise. D'accord. Et en plus de ça, je dirais que toutes les conditions sont réunies pour que 2026 soit aussi un très beau millésime et encore meilleur. Encore meilleur que 2025. Oui, parce que 2026, en fait, vous avez des pressions aussi bien du côté des acheteurs, donc les fonds qui sont en position acheteur, et les fonds qui sont en position vendeur, qui font que les transactions vont devoir se produire. D'accord. Quelles sont ces pressions? C'est à côté acheteur, en fait, il y a 4 000 milliards de dollars de capital disponible pour effectuer des transactions qui doivent se déployer. D'accord. Et du côté des vendeurs, vous avez un stock d'entreprises qui est de plus en plus vieillissant. Aujourd'hui, 30% des entreprises détenues par les fonds de private equity le sont depuis au moins 7 ans. Et ça, c'est rapporté au fait qu'un fonds de private equity travaille sur un horizon de 10 ans. D'accord. Donc, effectivement, donc l'horizon d'investissement, vous disiez tout à l'heure que c'était sur le long terme, donc Exactement. c'est environ 10 ans, minimum. Exactement. Ouais, d'accord. Et donc, par rapport à ces 10 ans, le fait d'avoir une entreprise détenue depuis 7 ans, ça commence à brûler un peu sur les doigts. Donc, il faut les vendre. D'accord. Et donc, vous allez à la fois, côté acheteur et vendeur, beaucoup de pression pour faire des transactions. Ok, je comprends. Vous combinez à ça le fait que l'environnement financier est plutôt sain. On a vraiment résolu le problème de l'inflation de 2022 à 2025. Sûr, ouais. Donc, c'est vraiment derrière nous. Et donc, on est vraiment dans une situation dans laquelle les taux d'intérêt vont être soit stables, soit même baissiers. D'accord. Et ça, c'est finalement un déclencheur de transactions. Voilà. Donc, on a vraiment toutes les conditions qui sont réunies. Alors, bien évidemment, on ne peut pas prévoir la géopolitique, les accidents. Mais en tout cas, d'un point de vue structurel, tout est fait pour que 2026 soit une très, très belle année. Et en termes de secteurs, du coup, lesquels, selon vous, seront porteurs cette année en 2026 ? Alors, ça reste encore un environnement qui est compliqué. Et notamment sur l'obtention de très grands niveaux de dette, qui a été vraiment la recette du succès du private equity dans les années 2000 et 2010. Il faut rester très vigilant. Moi, je préconise une approche vraiment polarisée entre des investissements très défensifs, que sont les investissements en dette privée et les investissements secondaires où vous rachetez des portefeuilles avec des décotes. D'accord. Ou alors une approche très offensive, mais de façon très, très ciblée. Okay. Moi, ce que je préconise, c'est vraiment l'investissement en small et mid cap, c'est-à-dire des entreprises, des PME ou des ETI, sur lesquelles vous avez moins besoin de dette pour obtenir vos performances. Vous pouvez vraiment vous focaliser sur la performance opérationnelle et en étant très focalisé sur certains secteurs qui vont être porteurs. Moi, les secteurs que j'aime bien, vous avez la santé, les logiciels, la cybersécurité, la transition énergétique, la défense. Tout ça, c'est des secteurs qui sont portés par des macro-tendances de fond qui font qu'on peut être confiant sur le fait que pendant les 10 prochaines années, puisqu'il faut se projeter, sur 10 ans, ces secteurs vont être porteurs. D'accord. Est-ce que, donc peut-être juste pour terminer quand même un mot du rendement et du risque associé, est-ce que on entend souvent dire que le private equity est plus risqué que d'autres types d'investissements. Est-ce que selon vous c'est vrai et quel rendement on peut espérer quand on investit ? En fait, c'est un risque de nature un peu différente. Quand vous investissez en bourse, vous avez la possibilité d'être liquide tous les jours. C'est un avantage et un inconvénient. Quand vous investissez en non-coté, c'est effectivement un investissement dans lequel il faut être patient. C'est un investissement non liquide. C'est de l'argent qui est réellement bloqué pendant du temps long. Plusieurs années. Mais ça permet deux choses. Ça permet, de ne pas céder aux paniques boursières. Et en fait, on sait que le fait de vendre à ces moments-là est plutôt en fait très néfaste. Et la deuxième chose, c'est que ça permet aussi d'être vraiment les mains dans le cambouis. C'est vraiment un investissement qui permet d'avoir les mains dans le moteur et d'améliorer les marges, les opérations. Et pour ça, il faut du temps. Et donc, ce temps, il est permis par le fait que cet investissement est bloqué. Donc, le risque est lissé, en fait, sur le... Donc, le risque est de nature un peu différente, effectivement. Vous n'êtes pas en train de faire de la spéculation, vous êtes en train de faire de l'investissement qui construit, qui transforme, et qui a donc besoin de ce temps-là. Mais c'est un investissement de type capital. Donc, effectivement, vous avez toujours le risque de perte en capital total et partiel que vous avez finalement dans n'importe quel type d'investissement. Merci beaucoup, Paul Moreno-Blosville. Vous êtes le président d'Opale Capital. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Aujourd'hui, on va parler des options, ce sujet encore marginal en gestion de patrimoine est déjà tout de même largement utilisé par les investisseurs institutionnels. Alors, quel est l'intérêt stratégique pour les CGP et pour leurs clients? On va faire aussi un bilan sur ce que c'est, comment ça fonctionne. Et pour cela, nous sommes ravis de recevoir Paul Marcel. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes associé à l'atelier des options et Yann Leher, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes fondateur de 23IS. Entrons directement dans le sujet avec vous, Paul. Peut-être, qu'est-ce qu'une option? Alors une option, pour faire très simple et pour que tout le monde comprenne bien, en fait, c'est une assurance. D'accord. Donc tout le monde a déjà acheté une assurance pour protéger sa voiture, par exemple. Une option, c'est exactement ça, c'est l'assurance des marchés financiers. Donc c'est pour protéger quand on achète une action, par exemple, ou pour protéger son portefeuille? Oui, tout à fait. Donc avec une option, on va pouvoir protéger soit une position individuelle, soit tout un portefeuille en entier. D'accord. Ça peut être contre la hausse de matières premières, ça peut être, voilà, c'est assez vaste, mais c'est vraiment l'assurance pour protéger une position ou un portefeuille. Et du coup, il y a une différence entre les options d'achat et les options de vente, put et call, Oui, c'est ça? tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu Voilà. comment ça fonctionne et ce que c'est? Oui, très bien. Et il y a deux types d'options. Donc, des calls, donc c'est une option d'achat, et des puts, qui est une option de vente. Donc, par exemple, je vais garder le parallèle avec l'assurance de voiture, par exemple. Si on veut protéger une position, on va acheter un put. Donc, c'est s'il arrive un accident sur sa position, alors sur sa voiture, le fait d'avoir une assurance, on ne paye qu'une petite prime. Et par contre, on se protège contre éventuellement un crash de voiture, donc on va dire un accident assez important. On peut donc avoir une protection importante par rapport à la petite prime qu'on a payée. Et est-ce que ça fonctionne vraiment comme les assurances de voiture? C'est-à-dire que, par exemple, si on a eu trop d'accidents, on a un malus après? Alors ça, c'est ce qu'on va appeler la volatilité, effectivement, tout à fait. La volatilité implicite. Typiquement, par exemple, quand on a eu, il y a quelques mois, on a eu la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Voilà, lorsque la nouvelle est tombée, la volatilité implicite sur le CAC 40 a explosé. Et donc, acheter une protection sur le CAC 40 après l'annonce coûtait beaucoup plus cher que la veille. Ah oui. Voilà, parce que cette volatilité implicite a augmenté. En fait, la volatilité implicite, c'est l'incertitude future sur un produit. Donc, plus il y a d'incertitude, plus cette volatilité implicite va être élevée et plus les options vont être chères. Alors Yann, pourquoi les options deviennent aujourd'hui un vrai sujet, ou peut-être que c'était d'ailleurs un sujet avant, mais qu'on en parlait peut-être un petit peu moins, pour les CGP et aussi pour leurs clients? Alors les options, ça a toujours été un sujet, mais ça a toujours été réservé à une catégorie d'investisseurs un peu sophistiqués. Pour rebondir sur ce que disait Marcel, effectivement, il y a deux types d'options. On a les options d'achat, donc les calls, qui permettent de prendre une exposition à la hausse avec du levier. Donc il y a cette dimension de levier, donc de crédit implicite, qui permet de ne pas dépenser toute la valeur d'une action, mais s'y exposer quand même. Et il y a la fameuse protection, je rejoins complètement l'analogie sur la prime d'assurance, sur l'assurance, avec ce mécanisme un peu particulier des options, qui sont des instruments, quand on creuse, qui sont des instruments un petit peu compliqués, où en fait, l'option va renforcer son exposition à la baisse au fur et à mesure que le marché baisse. Donc elle va vous donner de plus en plus raison. En contrepartie de ça, il va falloir dépenser cette prime. Donc si jamais on a tort sur son pari, ou si jamais il n'y a rien à protéger, si jamais on n'a pas d'accident de voiture, en réalité, voilà, on a jeté ça à la poubelle. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît dans le monde de l'automobile ou ailleurs. Mais sauf que l'automobile, on est obligé de la couvrir, alors que son portefeuille, on n'est pas obligé de le couvrir. Alors, pourquoi c'est important aujourd'hui? On a beaucoup de commentateurs et d'investisseurs qui nous disent le marché est au plus haut, on a peur, c'est la bulle sur l'IA, etc. etc. C'est vrai que de toute manière, les marchés actions aujourd'hui enchaînent les records, que ce soit aux États-Unis et surtout en Europe, là, sur les derniers jours. Donc tout est au plus haut, et même en Asie aussi. Oui, ça a bien rebondi. L'Europe a bien rattrapé son retard par rapport aux États-Unis. Mais bon, le S&P, par exemple, qui est le marché phare aux États-Unis, lui, il passe 70% de son temps au plus haut. Donc quelqu'un qui a peur du plus haut, il passe son temps à se couper. Donc en fait, il y a deux manières de faire quand le marché est au plus haut. Soit on se dit, je prends mes gains et j'arrête d'être exposé à la hausse. Donc ça, c'est l'équivalent pour une voiture de dire, j'ai peur de l'accident, je vends ma voiture. C'est quand même un peu dommage. Ou alors, je renforce mon assurance. Donc en fait, là, aujourd'hui, c'est très important, effectivement, de s'intéresser aux options parce que le marché est réputé cher. Donc au lieu de se couper et de potentiellement rater toute la vague à venir de performance,
les Cassandres qui nous expliquent depuis quelques mois, voire quelques années, que le marché est déjà très cher, ont raté des dizaines de pourcents de hausse. Donc on ne veut pas ça pour nos clients, on ne veut pas ça pour les investisseurs. Donc plutôt que couper son exposition, on va acheter des puts, qu'on va rouler au fur et à mesure que le marché monte. Donc évidemment, on va laisser un petit peu d'argent sur la table parce que ces primes, elles ne sont pas gratuites. Mais il faut savoir qu'en ce moment, la volatilité, enfin le risque perçu par les marchés est assez faible. Donc la volatilité implicite est relativement bon marché, ce qui fait que la prime d'assurance, elle est bon marché. Donc c'est vraiment un bon moment pour rester exposé au marché. Évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement qui s'applique à tout le monde. Non, bien sûr. Mais c'est un bon moment pour rester exposé, mais avec peut-être une protection à laquelle on n'avait pas pensé il y a encore quelques mois pour les plus optimistes. Vous parliez tout à l'heure, Yann, de la complexité des options. Paul, est-ce que c'est un frein réel, cette complexité, selon vous? Parce que là, vous nous avez quand même expliqué les options d'une manière assez simple, finalement. Quand on les compare à une assurance, c'est... Oui, alors les options sont même encore plus simples qu'une assurance, parce qu'une assurance, quand vous faites une demande de prêt à un assureur, vous avez 3 assurances différentes où il n'y a pas la même chose dedans, avec des petites lignes qu'il faut bien lire. Avec une assurance, comme c'est un marché réglementé, voilà, il y a des choses qui sont standardisées, et donc tout le monde voit la même chose, et tout le monde sait de quoi on parle. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, apprendre les options, c'est plus compliqué que de simplement s'intéresser au marché et d'acheter une action. On achète une action, ça monte, on gagne de l'argent. On achète une option, ça peut monter, et en fonction de certains paramètres, on n'est pas obligé de gagner de l'argent. Donc c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Mais je vais reprendre encore une autre analogie. On peut se déplacer en vélo, c'est assez facile. Mais c'est beaucoup plus pratique de se déplacer en voiture. On va plus loin, on va plus vite, on est à l'abri des intempéries, mais c'est plus compliqué d'apprendre à conduire que d'apprendre à faire du vélo. Il faut savoir ce qu'on veut faire sur les marchés. Est-ce qu'on veut utiliser son vélo ou une voiture? Eh ben voilà, c'est la question que chacun doit se poser. Oui, et ça dépend du profil des investisseurs de chacun aussi. Tout à fait. Mais en faisant des efforts nécessaires, on apprend les options. Il faut prendre son temps, il ne faut pas aller trop vite. Mais c'est un produit qui offre tellement de possibilités que ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Oui, d'où l'avantage de se faire conseiller aussi par un conseiller en gestion de patrimoine sur ces sujets que vous connaissez et que vous traitez tous les jours. Oui. Alors moi j'ai un background. Enfin, j'ai utilisé les options dans ma vie professionnelle depuis 20 ans dans la banque. Il faut savoir que les options, c'est vraiment la brique fondatrice dans le trading de dérivés, sur les desks de dérivés actions dans les banques d'investissement. C'est la brique de couverture élémentaire. Pas pour les expositions directionnelles à la hausse ou à la baisse, mais justement par rapport aux paramètres de volatilité. Donc tous les produits structurés dont on parle énormément en ce moment, ils sont couverts dans les banques via des instruments optionnels. Donc c'est vraiment notre brique quotidienne de travail quand on gère un desk de couverture de produits structurés. Et à la suite de ça, je les ai utilisés à d'autres fins dans des fonds d'investissement. Donc je connais toutes les subtilités, et c'est vrai qu'aujourd'hui, savoir que ces instruments existent sans qu'ils soient connus du grand public, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui pour un client de CGP d'avoir accès. On a un vrai problème d'accès. Quelqu'un qui est sophistiqué, qui a la culture de l'investissement, va pouvoir facilement, via un compte titre, acheter des options, mais c'est très chronophage. Donc ça demande évidemment déjà de comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est des produits qui ont des maturités fixes, et donc qu'il faut surveiller un peu comme du lait sur le feu. Il faut les rouler en fonction du scénario de marché. Il faut les revendre, les racheter, etc. C'est quand même plus pratique d'être accompagné, non? C'est plus pratique d'être accompagné, mais même pour nous, l'investissement direct en options pour nos clients, c'est chronophage. Donc en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est une offre. Moi, je suis relativement surpris qu'il n'y ait pas une offre pour les retail, donc les particuliers même qui ne sont pas extrêmement fortunés, pour acheter de la protection sous forme d'ETF, de protection, tout simplement, et qui ne consisterait pas juste à se mettre short du marché, mais vraiment juste d'avoir des puts, d'avoir accès à ces puts de manière systématique. Donc ça, aujourd'hui, c'est une offre qui est quasiment inexistante. Donc aujourd'hui, ce qui permet à des clients de CGP d'être investis sur ce type de produit de couverture, c'est soit via l'assurance vie luxembourgeoise, en déléguant à des gérants sophistiqués, mais en fait, le régulateur considère que les instruments optionnels étant compliqués, ils sont destinés à une clientèle sophistiquée type professionnel, alors que ça peut les aider à se couvrir. Donc, ça implique pour nous, si on veut donner accès à nos clients à ces produits-là, à de la couverture, beaucoup de pédagogie. Ça implique malheureusement qu'ils aient une certaine envergure financière aussi. Mais en tout cas, les produits existent, ils sont juste pas accessibles à tout le monde, ce qui est vraiment dommage. Par exemple, la réglementation UCITS pénalise assez fortement
ces produits-là. Donc les UCITS, c'est ce qu'on peut mettre en assurance vie française. Et malheureusement, il y a une offre quasi inexistante en assurance vie française pour l'accès à ces produits optionnels. Oui, donc encore besoin de pédagogie sur ces sujets. Et justement, Paul, donc vous faites de la pédagogie sur ces sujets et vous êtes venu avec 2 images pour nous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Peut-être qu'on va les voir dans un instant. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond et voilà. Et un exemple concret avec ces 2 images, à commencer par le put. Donc en fait, j'ai pris un exemple en imaginant qu'une personne ait acheté de l'ArcelorMittal donc en 2025, l'année dernière, à un prix moyen de 30 € par exemple. Et aujourd'hui, Arcelor est autour des 40 € quand j'ai regardé la dernière fois. Et donc, comme on est sur des marchés au plus haut et que Arcelor a beaucoup monté, la personne peut se dire « je veux protéger mon portefeuille ». Et donc, elle va acheter un put. Ok, donc c'est la première image, c'est celle-ci. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc, comme je reprends toujours l'exemple avec la voiture, on peut acheter un put pour s'assurer tout risque ou on peut s'assurer au tiers. Ah. Donc, comme pour une voiture, si on s'assure tout risque, c'est plus cher. Si on s'assure au tiers, c'est moins cher. Donc là, l'exemple que j'ai donné, c'est sur un put de strike 32, donc un prix d'exercice 32. Donc la personne étant rentrée à 30 €, si elle achète un put à 32, ça sera sa protection sûre et définitive à 32 €. D'accord. Voilà. Et ça lui coûte, alors on voit sur le graphique, c'est marqué 151 €. Donc ça lui coûte 151 € pour protéger une position de 100 actions sur son portefeuille. D'accord. Et donc après, si on peut passer au graphique suivant, on va voir que... Put action. Voilà, donc vous allez voir que le put à 32, donc on n'a pas de perte en fait. Vous voyez, la ligne du zéro, c'est ce qu'on appelle les pertes et profits. Et on voit qu'on se trouve toujours au-dessus de zéro. Parce qu'en fait, justement, la personne, en ayant acheté un put à 32, se couvre à 32. Donc, comme elle est rentrée à 30 sur le marché, elle ne peut pas perdre plus que ça. Et malgré la prime, donc voilà, si vraiment ça tombait en dessous de 32 €, elle gagnerait quand même, elle s'assurait d'un gain de 49 €. Donc, c'est pas énorme, mais au moins, elle a garanti son prix. Et surtout, elle n'a pas dépensé beaucoup. Ce qui fait que là, maintenant, si l'action continue de monter, elle profite pleinement de la hausse de l'action. Donc, voilà, c'est un moyen très, très pratique de protéger et d'assurer surtout un prix de vente garanti. Merci messieurs, on va devoir s'arrêter là. Merci Paul Marcel, vous êtes associé à l'Atelier des options. Et merci Yann Leher, vous êtes fondateur de 23IS. Merci à tous d'avoir regardé cette interview et on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Je suis ravie de recevoir David Sexy, cofondateur de Remake AM. Bonjour David. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, on va parler des SCPI à capital fixe et du retour des fonds fermés. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est une SCPI à capital fixe, David ? Absolument. Alors les SCPI sont proposés sous 2 formats. Ils sont proposés sous les formats de capital variable, c'est-à-dire ce sont des produits sur lesquels on peut collecter en permanence, on peut souscrire en permanence en tant qu'investisseur et donc s'exposer soit à une thématique, soit à une diversification, donc sur de l'immobilier commercial. Et puis, il y a une autre typologie de SCPI qui sont les SCPI à capital fixe, qu'on avait beaucoup vu dans les années 90 répondre au sujet de liquidité qui avait connu un certain nombre de fonds, qui là sont des produits plus fermés, puisqu'on collecte pendant une période restreinte, on ferme le véhicule, et à ce moment-là, on n'a plus du tout les mêmes sujets de liquidité, puisque dans les SCPI à capital variable, la liquidité elle est assurée par les entrants. Donc au moment d'une souscription, on a l'opportunité de sortir. Dans une SCPI à capital fixe, on met en place un marché dit secondaire, c'est-à-dire que c'est un marché semblable à ce qu'on connaît en bourse dans le carnet d'ordre. C'est un marché d'offres et de demandes entre les particuliers. Et donc ce n'est plus du tout la même chose, puisqu'on n'est pas du tout dans une liquidité assurée, et on n'a pas un prix non plus qui est assuré, puisqu'on est dans un carnet d'ordre. Et est-ce qu'on connaît déjà, avant de souscrire, la durée du temps où on va investir et après ce sera fermé? Alors, les SCPI à capital fixe, elles sont principalement connues aussi parce qu'on les rencontre dans les SCPI dites fiscales. Ce sont des produits donc, qui ont des horizons d'investissement qui sont déterminés au moment de la création du fonds. Le deuxième cas dans lequel on connaît les SCPI à capital fixe, c'est le passage d'une SCPI à capital variable à SCPI à capital fixe. Ah oui, ça arrive. Ça peut faire une passerelle. Absolument, on peut passer de l'un à l'autre lorsqu'on rencontre notamment des problématiques de liquidité.
pour protéger finalement un certain nombre d'investisseurs qui n'ont pas envie de sortir et qui seraient en train de subir la sortie d'autres investisseurs. Donc on dit, écoutez, si vous voulez sortir, vous pouvez sortir en SCPI, mais vous allez devoir avoir une prime de liquidité, c'est-à-dire que vous allez sortir sur des montants inférieurs à ce que vous auriez espéré. Et puis, et c'est le sujet qui nous intéresse davantage, on est sur des SCPI à capital fixe cette fois-ci qui s'exposent par exemple à une thématique géographique ou une thématique sectorielle qui, elles, peuvent se constituer, peuvent collecter sur une période très réduite et se fermer pour pouvoir après investir durant une durée qui a été déterminée. Alors là, en l'occurrence, chez Remake Asset Management, on en propose une qui est une durée de 7 ans. Mais effectivement, aujourd'hui, on a ce type de fonds qui commence à réapparaître. Et quels sont les avantages, du coup, pour les investisseurs? Alors, les avantages, c'est un petit peu si on devait Donc, faire... à part la liquidité dont on a déjà parlé. Alors la liquidité, c'est pas un avantage, c'est juste qu'elle est différente, elle est plus faible dans une SCPI à capital fixe si on n'a pas de collecte. Mais le sujet, si on devait comparer un petit peu ce produit à un autre typologie de produit du monde de la gestion de patrimoine, ce serait plutôt les fonds obligataires datés. Donc on irait s'exposer à un moment du cycle immobilier, on irait diminuer son risque de dilution parce qu'on aurait une période de commercialisation qui serait restreinte. Donc on a un ensemble de clients, de souscripteurs, d'épargnants qui viendraient dans le véhicule massivement à un instant T parce qu'ils adhèrent à une thématique d'investissement. Et donc ça permettrait effectivement de fermer ensuite le véhicule et d'aller dérouler la stratégie d'investissement. L'avantage, c'est que l'investisseur qui rentre, il adhère ou il adhère pas à une stratégie d'investissement, mais ça c'est son choix, puis il est accompagné par un conseiller de gestion de patrimoine qui va diversifier son patrimoine au travers de cette exposition. Il va maximiser sa performance potentielle s'il croit au moment du cycle, parce qu'il va pouvoir non pas rentrer comme dans une SCPI à capital variable à différents moments du cycle, mais rentrer à un moment très précis du cycle immobilier. Et c'est lui qui choisit quand il rentre. Alors, bien sûr, il y a une fenêtre d'ouverture, et puis on ferme derrière. Cette fermeture fait qu'on empêche finalement la dilution du produit. Alors, on a moins de liquidité aussi, parce que le fonds est dit fermé. C'est-à-dire qu'on s'expose à une durée d'investissement de 7, 8 ans, et on a une visibilité, pour la première fois quasiment sur ce type de fonds, sur la liquidation. Vous savez que vous allez sortir, puisque la société de gestion propose un produit dans lequel on va liquider le fonds à échéance, sous réserve évidemment de l'approbation des associés en Assemblée Générale. On va devoir s'arrêter là. David Sexig, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet des SCPI à capital fixe. Vous êtes cofondateur de Remake AM, merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, et vous pouvez évidemment regarder nos émissions en replay sur le site bismart.fr.